Alors, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup de cette invitation pour ce séminaire sur l'implantation d'une réflexion éthique et je suis très ravie d'être ici et de vous présenter du coup les résultats de cette enquête intitulée du coup, comme vous pouvez le voir derrière moi, l'éthique, ce n'est pas notre cœur de métier. Quels besoins et quelles attentes chez les agents de Santé publique France, la nécessité d'un retour sur expérience, synthèse et résultats. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Juste pour contextualiser, donc je suis arrivée, comme Anne-Catherine l'a dit l'année dernière, en Master 2 dans le groupe projet aux côtés donc, de Jean-Claude Dezenclos, mon tuteur de stage, Anne-Catherine Viseau, Catherine Buisson et Sophie Legon. Et du coup, j'ai eu la chance pendant une année de suivre la préparation des ateliers, les ateliers, tout en faisant de la revue de littérature. Et puis surtout, du coup, en menant une enquête en interne. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, une conduite en interne via la sociologie et de la méthode qualitative, donc avec des agents implantés à la fois en cellule régionale, mais aussi du coup au siège à Saint-Maurice. Donc du coup, l'objectif, c'était vraiment de faire un état des lieux, des représentations de la réflexion éthique chez les agents, afin d'en tirer des premières conclusions et d'agir sur des leviers les plus efficaces possibles. Et cela, du coup, a découlé sur la rédaction d'un article scientifique intitulé du coup Étude sur la démarche de l'implantation d'une réflexion éthique pragmatique au sein d'une agence nationale de santé publique, l'expérience de Santé publique France. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Du coup, juste pour très bref rappel, cet article, donc, du coup, qui a été soutenu en juillet dernier et que je tente désormais de soumettre à une revue, avait une première partie introductive, donc très contextuelle, qui fait des rappels sur la définition de l'éthique pragmatique, mais aussi de la santé publique, qui montre aussi ce qui a été fait déjà en éthique à l'INVS avec la création du CED, qui est un comité non obligatoire à l'époque, et qui a permis d'être un point de repère quand même, et puis qui a permis aussi de créer un mouvement de fusion lors de la création de Santé publique France en 2016. Ensuite, il y avait du coup une première partie qui revenait sur le choix de l'implantation de l'éthique pragmatique. L'idée, voilà, de vraiment développer une capacitation chez les agents comme une vraie compétence professionnelle chez eux, tout en revenant sur la construction des ateliers. Et puis, du coup, la deuxième partie, et c'est sur laquelle aujourd'hui je vais m'intéresser et que je vais vous présenter. Donc, l'éthique, ce n'est pas notre cœur de métier. Enquête en interne, quels besoins, quelles attentes chez les agents de Santé publique France et leur retour sur expérience. Mais il y avait aussi, je tiens à le préciser, une partie de discussion qui revient sur les barrières finalement que peut rencontrer l'agence et les agents sur l'implantation de cette éthique dans l'agence. Du coup, on peut passer à la diapo suivante. Donc, 16 entretiens semi-directifs ont été menés. Donc, vous avez derrière un tableau qui répertorie les directions interrogées. Donc, j'ai eu de la chance, c'était très hétérogène, ce qui a aussi, du coup, donné un pluralisme de dilemmes éthiques et de représentations éthiques, puisque tous n'ont pas la même formation et n'ont pas les mêmes missions, et du coup, ne rencontrent pas les mêmes dilemmes éthiques dans leur pratique. Et puis deux entretiens aussi avec des membres du CED et un avec une personne de l'équipe projet. Donc ces entretiens, ils ont suivi la méthode du codage et ensuite de la catégorisation. Ils ont tous été analysés du coup de façon symétrique. Voilà, donc il y a aussi tout statut, c'est-à-dire à la fois des directeurs de direction ou de cellules régionales, mais aussi des agents et puis des membres du CED et de l'équipe projet, comme je viens de le dire. Du coup, le premier constat qui a été fait, et ça rejoindra ce que vient de dire Marc Karim, c'est qu'il y a vraiment chez les agents une idée que c'est un concept très flou, l'éthique. Alors, ce qui est revenu, c'est vraiment un manque de clarté où ils ne sont pas à l'aise avec l'éthique. Je vais vous citer quelques éléments d'entretien à chaque fois. Par exemple, c'est là, mais on ne sait pas que c'est ça. Ou alors, on ne sait pas ce que ça recouvre. Souvent, lorsqu'on a posé la question de quelle définition donner à l'éthique, les agents donnaient plutôt une énumération de problèmes rencontrés plus que des éléments de définition. Sur 16 entretiens, seulement 4 ont mentionné le terme de valeur ou de conflit de valeur. Et puis, vraiment, c'était le fait qu'ils n'étaient pas à l'aise et que cette dimension est très peu intégrée au sein de l'agence. Je cite, par exemple, en interne, on n'en parle pas beaucoup, mais aussi de façon globale en santé publique, un agent citait l'éthique n'est pas assez prise en compte, pas seulement dans l'agence, mais de façon écosystémique. Ou alors encore des termes même plus brutaux. Par exemple, l'éthique, c'est en chantier en santé publique.
Il y a quand même quelques éléments de réponse qui ont été donnés. C'est tout ce qui relève des choix entre, par exemple, la protection individuelle versus l'intérêt collectif, ou alors, je cite, l'action qui est juste ou qui est bonne. On peut passer du coup à la diapositive suivante. Donc tout cela s'explique aussi par un manque de formation et de sensibilisation initiale, que ce soit dans leur parcours universitaire ou alors ensuite dans la pratique professionnelle et au sein de l'agence. Et en fait, il y a une idée chez les agents que le côté un petit peu philosophique de l'éthique est très éloigné des pratiques scientifiques ou de leur activité qui est basée sur la science. Par exemple, un agent citait, on a tendance à oublier. Il faut résister à l'éthique. L'éthique, ce n'est pas dans nos mœurs. Mais encore, euh, avant de prendre une décision, il faut qu'elle soit scientifiquement correcte, juridiquement correcte, et après, on ajuste. Donc, en fait, c'est accepté par les agents que l'éthique, elle passe au second plan. Par exemple, je cite, on va répondre à des besoins plus immédiats et après, l'éthique passe au deuxième plan. Ou encore, ce n'est pas une priorité de se poser ces questions. Donc tout cela s'explique aussi du fait qu'il y a un manque de savoir structuré et de réflexion globale au sein de l'agence. Il s'accorde à dire qu'il y a, je cite, un manque d'accompagnement. Et du coup, il faudrait éclaircir ces questions, mais ils ne savent pas vers qui se tourner en interne, pour le moment en tout cas. Et un agent citait, on rencontre des questions qui devraient mobiliser des doctrines éthiques, mais on ne les identifie pas car on ne sait pas les définir. Je reste avec des questionnements que je dépose ailleurs, mais pas dans le cadre de mon travail. Tout cela nous amène au fait que s'il y a aussi un petit peu un manque de connaissances autour de l'éthique, c'est parce qu'il y a une vision très réglementaire et juridique dans la pratique des agents. Par exemple, il disait il y a une primordialité au droit d'abord. Ils sont très au courant de tout ce qui est CNIL, RGPD, mais après, dès qu'on parle d'éthique, le flou revient. Voilà, l'éthique, en fait, ça répondra à des questions là où le juridique n'apporte pas de réponse claire. Et par exemple, un agent a fait une très belle comparaison entre la santé professionnelle, où il y a un droit concis, où il est facile d'agir, pour reprendre ce qu'il disait, contrairement par exemple à la santé environnementale, qui représente un petit peu un champ nouveau d'intervention en santé publique, où là, le droit n'est encore pas très concis, il n'y a pas encore de loi juridique très claire, et là, du coup, l'éthique serait efficace. Du coup, il y a un petit peu cette idée que l'éthique se substituerait au juridique quand il y en a besoin, mais bon, du coup, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, cela, du coup, se coordonne avec le fait qu'il y a vraiment un manque de connaissances du CED et surtout sur ce qu'il fait. Je cite, j'ai peu d'occasion de m'y intéresser, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas comment on le sollicite, ou encore, il n'accompagne pas Santé publique France. Deuxième constat, ensuite, c'était la reconnaissance entre les besoins et l'implantation de l'éthique dans la pratique. Vraiment, le terme de vrai besoin, il est revenu plusieurs fois. Donc, malgré le fait qu'ils reconnaissent qu'ils ne connaissent pas l'éthique, ils sentent que c'est important et qu'ils sont démunis face à ces questions. Il y avait notamment un propos qui est très lourd de sens, c'est le suivant. Il faut changer de paradigme. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est un truc fondamental, ce socle qu'il faut déjà avoir avant de commencer de travailler, et c'est ce changement-là qu'il est difficile à appliquer et à opérer. Ce n'est plus optionnel, c'est obligatoire. Donc, il y a vraiment une volonté d'intégrer consciemment et formellement l'éthique. Pour les agents, ça permettrait de faire face aussi à la crise des institutions qu'ils connaissent, voire la crise de la science même qui a été mentionnée actuellement, et de regagner une certaine confiance des citoyens, notamment après la crise du Covid-19, et puis aussi d'avoir une certaine légitimité au parti des parties prenantes. Et ça s'est surtout retrouvé lorsque c'était des entretiens avec des agents qui œuvrent en région et qui sont vraiment au contact de la population. Donc ça, c'est vraiment revenu. Et le fait que, je cite, la réflexion éthique permettrait en fait, enfin, c'est des questions qui nous élèveraient un peu et qui relégitimeraient l'agence. Ensuite... Et puis, du coup, il s'accorde à dire aussi que ça redonnerait du sens au métier. Pardon, c'était la diapo suivante. Voilà. Notamment en mieux guidant leurs choix d'un point de vue concret et opérationnel, notamment en, je cite, faisant face à des positions d'inconfort et faire face aux effets indésirables malgré les bonnes intentions qui œuvrent les agents de santé publique. Et du coup, on arrive à un troisième point qui était très conséquent et avec beaucoup de questions, parce que comme dit précédemment, il y a eu beaucoup d'agents interrogés, mais surtout de directions très différentes.
Et du coup, les principaux dilemmes éthiques étaient nombreux. Parfois, il donnait des exemples très spécifiques et très intéressants. Malheureusement, il a fallu faire un petit peu un tri et surtout en 20 minutes en répertorier seulement quelques-uns. Du coup, j'ai tenté d'en faire des grandes parties. Il y a tous les enjeux de la participation citoyenne, bien qu'essentiels du coup pour œuvrer en santé publique. Il s'accorde à dire en fait que travailler entre profanes et scientifiques, c'est pas évident et que souvent les groupes de participation citoyenne ne sont pas homogènes et ça crée en fait des rapports de force, des conflits ou encore que chacun finalement est doté de ses propres jeux institutionnels et de ses propres autonomies. Pour faire vite. Ensuite, il y a tout l'enjeu de l'éthique et des données. Donc, premièrement, tout le problème de l'anonymisation, en particulier dans les données qui sont appelées potentiellement identifiantes. Donc, ça, c'est surtout sur les investigations de terrain quand du coup le seuil est très faible et qu'il y a un risque d'identification des personnes, mais aussi lors d'épidémies très contextualisées. On peut penser à Mpox, par exemple. Euh, on a aussi tout ce qui est communication des données et notamment les injonctions de communiquer, notamment qui est accentué parfois dans des situations d'urgence et où du coup se pose la question de transparence en communiquant versus le risque de stigmatisation si on communique, voire de générer des mouvements d'inquiétude de la population, alors que ça ne nécessite pas forcément tant d'inquiétude. Et puis, beaucoup sont revenus sur des limitations de communiquer pendant la crise Covid et sur ce que l'on pouvait dire ou non. Revient aussi le problème de la temporalité de la communication des données, à partir de quel seuil? Est-ce que le seuil est assez significatif, assez élevé pour alerter la population? Voilà, tout ça, c'était des questions qui animaient les agents. Et aussi parfois un accès trop encadré aux données qui ne sont pas produites par Santé publique France et où du coup, il faut trouver la bonne balance entre protection individuelle et intérêt collectif. Tout l'enjeu de l'éthique et de la priorisation des actions. Je cite priorisation des actions à cause de pression extérieure. Et par là, les agents entendaient en fait que des fois, ils sont poussés à agir dans certaines actions, alors que pour eux, des problèmes de santé publique au même moment sont plus importants. Et du coup, ils ont un peu l'impression de ne pas vraiment être au cœur de leur métier. Et ils se posent la question, du coup, si leurs actions, elles sont vraiment en adéquation aux besoins de la population à ce moment-là et s'il y a vraiment un caractère efficace dans leur travail. Ensuite, il y a toute la thématique du nudge et du marketing social. Certains agents citaient, avec le marketing social, on entre dans la tête des gens. En effet, on agit sur le comportement. Et puis, du coup, c'est des approches qui empruntent des logiques, je cite pour eux, quasi manipulatoires et qui contribuent à réduire la liberté et l'autonomie décisionnelle des personnes. Donc, dans ces cas-là, la santé publique, elle sera un petit peu normative, créatrice de jugements de valeur, du coup, dans ce que Massé appelle la fabrique du coup des comportements. Et du coup, pour les agents, en fait, le paternalisme que peut intégrer le marketing social aujourd'hui, il est décalé et il faudrait trouver d'autres approches. Et puis, tout le champ de l'interdépendance face au pouvoir politique qui est beaucoup revenu, notamment avec toujours des fortes tensions entre ce qu'on leur demande de faire et ce qu'ils veulent faire. Donc, pas toujours, mais ça arrive. Notamment le fait qu'ils auraient été malmenés pendant la crise du Covid-19 avec, je cite, une idée que le ministère empiète sur nos actions. Et du coup, arrive le dernier thème. Comment finalement, après avoir vu qu'il y avait un flou, un besoin et des dilemmes identifiés, opérationnaliser pour les agents de manière efficace l'éthique. Donc pour eux, après une acculturation qu'il faut en amont et qui finalement a déjà un petit peu débuté cette année avec la construction des ateliers, il faut matérialiser l'éthique de façon efficace, opérationnelle et simple. Et pour eux, finalement, la culturation, elle a été redéfinie à plusieurs reprises et par plusieurs agents comme faire une infusion collective dans l'agence, où l'objectif serait d'acquérir du coup de la culture et ensuite, du coup, il faut du matériel pour y répondre. La matérialisation, en fait, elle est essentielle parce que du coup, elle permettra de rendre visible l'éthique. Si on fait que d'en parler, ça risque après, s'il n'y a pas des choses mises en place, de s'estomper malheureusement pour eux et donner, je cite, des clés pour interagir. Donc la recherche d'un formalisme autour de l'éthique, il est vraiment attendu et qui devra surtout être adapté à chaque situation réellement rencontrée, tout en développant du coup une prise de conscience conceptuelle avec une bonne littératie autour de l'éthique, puisqu'ils ne sont pas familiers autour de ces questions. Ce qui est revenu de nombreuses fois et dont auraient besoin les agents, c'est la recherche d'un espace réflexif et notamment l'exemple des espaces scientifiques partagés.
Je cite, je pense que c'est de l'espace qu'il faut, de l'espace psychique, c'est la clé. Il faut des espaces de respiration qui permettent de prendre du recul sur ce qui est fait. C'est comme ça qu'on a de la réflexivité. Donc c'est un peu une idée d'espace collégial, voire de ce qui peut se faire en comité d'éthique déjà dans les hôpitaux où on discute de problèmes rencontrés. Par exemple, un agent citait, il faut plusieurs cerveaux autour de la table en diffusant une culture commune et cette culture commune doit être celle de l'agence. Et je cite toujours, ça doit être des temps d'échange où les expériences seraient confrontées et où la parole serait libérée. Voilà un petit peu des idées de débat en interne. Ouais. Certains aussi, je finis juste des moyens de sensibilisation. Il faudrait des formations. Donc, les idées étaient foisonnantes. Par exemple, des petits quiz ou des petites évaluations de temps en temps, voire des journées de formation annuelles, une ou deux. Et puis, la dernière question était quelle réception du document repère éthique qui a été le deuxième travaux mené dans l'agence. Malgré que pour beaucoup, ils n'en avaient pas connaissance, ils pensent que ça peut les obliger de se poser des questions à froid dans les programmes et puis dans les activités d'urgence à chaud. Donc, il a été vraiment bien reçu, mais pour eux, il doit être quelque chose de simple. Et puis, pour les ateliers, ils ont été perçus comme, je cite, une prise de conscience collective de la réflexion éthique. Voilà, ils auraient mis en lumière que finalement, ces questions, elles n'étaient auparavant pas assez prises en compte dans l'agence, alors qu'elles ont, je cite, le mérite d'être posées. Et du coup, ça a vraiment suscité un réel intérêt. Donc, sachant que les entretiens ont été menés de début mars jusqu'à mi-avril, pour certains, ils avaient participé seulement au deuxième, mais ils avaient déjà été très contents puisque c'était des retours sur expérience de terrain, donc ça paraissait très concret. Et puis pour finir, et ça fera du coup la transition avec ce qui va être dit ensuite par des agents, un agent citait, les ateliers, c'est un moment vif d'échange qui montre que cela devient une préoccupation pour l'Agence nationale de santé publique. C'est un signal vers l'extérieur. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.